ABK Radio, l'interview. Notre consultant, Dr Yambé Timba, bien installé avec nous en ligne depuis le ciel de Douala, où nous le recevons ce matin. Bonjour, docteur. Bonjour, mon cher Kwame, bonjour à tous les auditeurs. Docteur, peut-on légitimement, c'est la question qu'on soumet à votre sagacité ce matin, peut-on légitimement et peut-on techniquement justifier les délestages par la priorité accordée au paiement de la dette extérieure? Alors, commençons par nous entendre sur ce qu'on appelle la dette extérieure et sur ce qu'on entend par délestage. Par dette extérieure, nous devons entendre tout ce qui est, si vous voulez, que le Cameroun doit payer, rembourser, tout ce que le Cameroun doit rembourser au-delà de nos frontières. C'est ça la dette extérieure. Ça peut être des emprunts, on en fait beaucoup. Ça peut être des garanties souveraines pour des projets qui n'ont pas marché. Ça peut être vraiment tout ce que le Cameroun doit rembourser à l'extérieur de nos frontières en tant que dette publique. Les délestages, de l'autre côté, c'est le fait de manquer d'électricité, d'avoir toujours des ruptures de fourniture d'électricité qui peuvent être plus ou moins longues et qui peuvent être plus ou moins planifiées. C'est ça qu'on appelle les délestages. Alors, le Cameroun qui produit déjà pas assez d'électricité, qui produit en fait dont la production d'électricité est médiocre, parce que quand vous êtes 30 millions d'habitants et que officiellement vous avez une puissance installée de 1500 mégawatts et que en réalité on produit autour de 1200, ça veut dire que vous avez une production médiocre. Et à côté de cela, il se trouve que pour des raisons d'incompétence manifeste en matière de gestion financière dans notre pays, eh bien, nous n'arrivons pas à payer les dettes et nous n'arrivons même pas à nous entendre avec certains de nos fournisseurs sur ce que nous leur devons. C'est-à-dire que le groupe Eneo dit, avec tous ses fournisseurs partenaires à côté, ils disent oui, l'État nous doit 180 milliards. L'État dit ce n'est pas 180 milliards. Comment on en arrive à des choses pareilles? C'est-à-dire que même la boutique du quartier sait exactement combien les gens lui doivent. Mais des gens qui ont des ordinateurs, qui aiment rappeler qu'ils ont des millions de diplômes, qui se lèvent tous les matins et qui regardent tous les autres Camerounais de haut en disant qu'ils sont ils sont arrivés, ils sont extrêmement compétents. Ces gens ne savent pas du tout ce qu'un de leurs fournisseurs leur doit. C'est une catastrophe. Dans un pays normal, pour dire ça gentiment, on démissionne tous ceux qui occupent ces postes-là, tous les postes financiers importants qui sont concernés, parce que ça n'a aucun sens. Le boutiquier du quartier sait quelles sont ses créances de manière très précise. Qui lui doit de l'argent, à qui il doit de l'argent. Et nous, tout un gouvernement ne peut pas savoir quelle est exactement sa dette auprès d'un de ses fournisseurs, qui est dans le cas d'espèce le fournisseur de l'énergie électrique. Comment est-ce possible ça? Et lorsqu'on va dire que les gens sont incompétents, ils vont commencer à vous menacer, à raconter que non, il ne faut pas dire qu'ils sont incompétents et tout ça. Mais ça, c'est de l'incompétence notoire qui ne s'explique pas du tout. Donc, lorsque on justifie en disant on va être privé, les gens racontent que c'est 304 mégawatts, c'est pas 304 mégawatts. Il y a 216 mégawatts installés à Kribi, 80 à Douala, mais désolé, Kribi n'a jamais produit 216 mégawatts. Au maximum, je crois que ça tourne autour de 100 mégawatts. Dibamba ici, je sais pas si ça a déjà produit 80 mégawatts un jour. Et la structure des coûts qui est auquel que l'État a accepté et auquel il paye ces fournisseurs-là est un scandale financier. Parce qu'on peut payer nettement moins si ces gens-là avaient utilisé de meilleures technologies et si l'État avait structuré le secteur de manière professionnelle et compétente. Le problème, c'est que vous avez dans nos ministères en charge de toutes ces questions, et le ministère de l'énergie, le ministère des finances, le ministère de l'économie, tous ces gens-là, mais vous avez l'impression que les gens jouent avec l'argent public, vous avez l'impression que les gens jouent avec le confort des Camerounais, que les gens jouent avec les attentes légitimes, constitutionnelles des Camerounais
d'avoir de l'électricité, d'avoir une certaine qualité de vie. Les coûts, ce que l'État dépense pour payer, les prix sur lesquels l'État s'est entendu avec ses fournisseurs sont trop élevés. On peut faire nettement moins. Nettement moins. Et je ne dis pas ça comme ça. Je le dis parce que je sais quelle est la structure des coûts. Oui. On peut faire nettement moins. On peut se débarrasser de près de 50%, 40-45% de tout ce que l'État paye. Et ces gens-là continueront à faire des marges très confortables. Donc ça, c'est un. Et puis de deux, il ne s'agit donc pas de 304 mégawatts, il s'agit de beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, on est autour de 150, à peu près la moitié disponible pour le réseau, mais pas 304 mégawatts, puisque ces deux centrales n'atteignent jamais leur pic. Alors, l'autre chose, c'est qu'il faut donc payer. L'État du Cameroun a plus de 8 000 milliards à payer à l'extérieur, il y a à peu près 4 000 à l'intérieur, comme dette intérieure. Quelle est la priorité? Le problème, c'est que la plupart des Camerounais, ça parce que le FMI, c'est un gendarme, c'est un huissier. C'est un huissier qui est logé là dans le ministère des Finances, à côté du ministre, et qui veille à ce que la priorité soit donnée au paiement extérieur. Et avec la situation économique des pays occidentaux, dont l'essentiel des créanciers, même si en fait c'est la Chine qui a la plus grosse créance, sur les 900 milliards à peu près que le Cameroun a payé cette année-là, la Chine c'est près de 300 milliards. Mais vous voyez très bien que ces gens, tout le monde passe par le FMI pour se faire payer parce que c'est l'huissier international. Mais comment le Cameroun a-t-il fait pour contracter de 2007 à 2017 avoir une dette qui est passée de 700 milliards en 2007 à plus de 7 000 milliards en 2017 et aujourd'hui à 12 000 milliards. Comment le Cameroun fait ça? Entre-temps, si vous demandez qu'est-ce qu'on a fait avec 12 000 milliards, vous verrez aucune route, vous verrez pas d'autoroute, vous verrez pas vous avez des ports qui ont été construits, on a oublié qu'il faut la route pour évacuer ce qui arrive au port, vous verrez pas de centrales à gaz ou de centrales hydroélectriques, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous avez les universités qui n'ont pas de laboratoire, qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont pas de bâtiments, vous allez voir des hôpitaux qui sont très mal équipés, qui souffrent, les médecins Camerounais, d'ailleurs, beaucoup n'arrivent pas à travailler, on n'arrive même pas à les recruter. Un pays incroyable où on n'arrive pas à recruter des médecins, des ingénieurs, des gens qui ont des bacs plus 5, des gens qui ont des licences alors que le pays est pauvre. Comment on arrive à faire ça? Où vous avez des techniciens, des gens qui ont des bacs techniques, des BTS techniques, des licences techniques, oui. Des gens qui ont des CAP. Comment dans un pays pauvre où on ne fabrique même pas les cure-dents, des gens peuvent avoir des CAP et ne pas être employés? Comment on explique ça? Comment un pays dans lequel, prenez la ville de Yaoundé, c'est près de 4200 km de route, il n'y en a que 300 qui sont goudronnées. Comment on fait pour qu'il y ait moins de 10% des routes de la capitale qui ne sont pas goudronnées et les gens sont au chômage? Comment ils font ça? Expliquez-moi un peu. Ces gars-là, quand ils réfléchissent là-bas au gouvernement et à Yaoundé, dites-moi un peu, eux ils pensent à quoi? Vous avez moins de 10% des routes de Yaoundé goudronnées, mais les gens sont au chômage. Comment vous expliquez ça? Comment on fait? On a 3000 tonnes d'ordures à Yaoundé chaque jour. Comment on fait pour avoir 3000 tonnes d'ordures chaque jour? Et vous avez un maire qui dit qu'il n'avait pas trouvé 4 milliards pour pouvoir enlever ça, que ça manque dans son budget. Mais 3000 tonnes d'ordures, ça fait des milliards de francs CFA chaque jour. Comment ces gars-là ils font? Comment ils font? Et on va donc venir vous dire que non, la priorité, c'est de payer la dette extérieure, c'est pas de payer le fournisseur d'électricité. Mais si vous ne payez pas le fournisseur d'électricité et qu'on a des délestages tous les jours, comment on va faire pour percevoir les impôts? C'est pas cohérent. Comment on va faire pour percevoir les taxes de douane? Comment on va faire pour que les entreprises travaillent et payent les impôts? Comment on va faire pour que le petit peuple puisse avoir les PME, les TPE, les toutes petites entreprises, les artisans, tous ces gens-là qui utilisent l'électricité? Comment on va faire pour qu'ils travaillent pour que les gens puissent avoir de quoi vivre dans le pays? Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas négocier avec d'abord. Comment on a fait pour en arriver là? En fait, on n'aurait jamais dû avoir ce problème. Parce que je vous prends un exemple. Lorsque vous avez des gens qui s'en vont s'endetter pour venir vous raconter qu'ils s'en vont construire une route au fin fond d'une forêt que deux chimpanzés et trois singes utilisent, vous demandez, ces gens-là, ils pensent à quoi? Lorsque les gens s'en vont s'endetter
pour aller financer un programme de bonne gouvernance. Mais il faut déjà avoir une gouvernance pour savoir si elle est bonne. Pour aller financer un programme de bonne gouvernance, les gens pensent à quoi? C'est un peu personnel, non, ce que vous dites là, docteur Yambé? Non, moi, je suis pas... Non. Moi, je ne suis pas sur des questions personnelles. Je n'ai aucun problème de personne avec ces gens-là. J'ai un problème de qualité de vie au Cameroun. La qualité de vie. Quand on dit que vous avez de la gouvernance, ça se voit. Vous ne pouvez pas avoir un Premier ministre qui s'occupe des poubelles d'une ville. Ça n'a aucun sens. Le Premier ministre a des attributions plus importantes que ça. C'est un monsieur tellement important. Peut-être que je suis le seul à voir que c'est quelqu'un de très important dans le pays. Nous sommes au moins Comment le Premier ministre va s'occuper des poubelles d'une ville? Il va donc convoquer les maires des 360, les 360 ou 370 maires du pays pour parler des poubelles de leur circonscription, de leur municipalité. Mais attendez, respectez souvent les gens. Mais ce monsieur est beaucoup plus... Un premier ministre, c'est un type très important, le patron du gouvernement de notre pays. Ce n'est pas, un ministre lambda ou un haut fonctionnaire lambda. C'est le patron de tout le gouvernement de tout ce pays. Il ne peut pas s'occuper des poubelles d'une ville. Si on réduit le pays à ce que le Premier ministre en soit à ça, ça veut dire qu'il faut virer tout le monde dans c'est-à-dire que le ministre des villes, le ministre de tout ce qui est collectivité territoriale décentralisée, jusqu'à tous les maires qui sont là, il faut les virer. Le Premier ministre, c'est quand même important, il doit gérer les questions de sécurité, les questions financières, les questions diplomatiques, les questions ci, les questions ça. Et il se retrouve à gérer les poubelles d'une ville. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on fait au Cameroun là? Et le même Premier ministre va s'asseoir devant un autre Premier ministre qui lui est en train de négocier comment construire une centrale nucléaire. Comment est-ce qu'il peut parler devant un autre Premier ministre qui s'occupe de ce genre de choses? Comment il peut parler devant un Premier ministre qui construit un barrage de 6000 mégawatts pendant que lui s'occupe des poubelles de la ville? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut déjà qu'il y ait de la gouvernance. Quand on voit ce genre de choses, ça veut dire qu'il n'y a même pas de gouvernance. Avant d'aller parler de bonne gouvernance ou de mauvaise. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas. Donc nous sommes dans une situation où en réalité, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan de la légitimité constitutionnelle, vous comprenez pas quels sont les choix stratégiques qui sont faits. Si on a emprunté 8 000 milliards ou 9 000 milliards, exactement, en réalité si vous leur demandez, même ça pas très bien, ils ont du mal en tout cas à donner le montant exact, mais ils disent entre 8 000 et 9 000. Si on a emprunté entre 8 000 et 9 000 milliards, ça aurait dû nous dire que cet emprunt-là, voilà ce que ça génère chaque année en termes de revenus pour le Cameroun, pour l'État. On ne finance pas les routes du village avec l'argent des emprunts. Les routes du village, on les finance avec les excédents que l'État a fait. On ne finance pas les hôpitaux qui sont des éléments de prestige avec de l'argent de l'emprunt. On finance les hôpitaux qui sont rentables avec l'argent de l'emprunt. On ne finance pas la construction universitaire avec l'argent de l'emprunt. On finance ça avec les excédents que l'État fait. Et on paye les dettes aux gros fournisseurs pour que l'économie continue à tourner. Si vous n'avez pas d'électricité, vous ne faites rien. Le développement, c'est l'industrie. Où sont nos industries? On ne voit aucune industrie. On transforme quoi? On a même une loi qui dit qu'il faut transformer le bois depuis 1998. Montrez-moi les usines qui transforment le bois. Vous avez plutôt un parc à bois qui ne fait que s'étendre et dont l'activité ne fait que augmenter au port de Douala. Et là, bientôt, vous en allez en avoir au port de Kribi, etc. Donc, il y a quelque chose sur le plan des choix stratégiques qui n'est pas clair dans notre pays. Quand on emprunte de l'argent, les emprunts qu'on fait à l'extérieur devraient être des emprunts pour produire, des emprunts pour des activités qui génèrent des revenus et qui peuvent s'autofinancer, qui vont donc permettre à l'État de dégager de l'argent, qui permettent à l'État de créer des activités rentables. Et ce que ces activités rentables rapportent permet donc à l'État de financer la gouvernance, de financer, si vous voulez, les séminaires, si on a un peu d'argent. Donc, on ne peut pas vous emprunter pour aller financer un séminaire. Ouais, ce serait assez curieux. On va vous endetter pour ça. Alors, Dr Yambé Timba, rappelons avec vous que depuis le 31 octobre, une nouvelle campagne de rationnement est donc lancée dans 6 régions du Cameroun suite à l'arrêt complet des centrales à fuel de Dibamba et à gaz de Kribi pour cause d'impayés. Oui, vous avez bien entendu, pour cause d'impayés. Absolument. Est-ce que c'est à mettre à, je ne vais pas dire à l'actif, mais à adosser à la gouvernance portée par le président de la République? Mais bien sûr, bon. C'est adossé à cette gouvernance, puisque de toutes les façons, ce sont des projets
c'est le gouvernement qui a l'obligation. Là, il s'agit de dette publique. On n'a pas dit que c'est la dette de ABK Radio. On a dit que c'est la dette publique. Ça veut dire que c'est l'État qui ne paye pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir? Oui, allez-y, chutez. Non. Disons, je disais que c'est l'État qui ne paye pas ses dettes. Or, on ne peut pas expliquer aux gens qu'une entreprise dise que l'État lui doit 180 milliards et que pendant ce temps, l'État a 6 400 milliards environ de budget et l'État n'arrive pas à payer. Et les 180 milliards, ce n'est pas une année, ça s'est accumulé dans le temps. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. En réalité, moi, vous savez, parfois nous parlons de façon passionnée parce qu'on aime tellement notre pays et parce que nous aimerions protéger nos frères qui dirigent là, ceux qui sont au gouvernement, qui dirigent l'État, le président, les ministres et tous ces gens-là. Les protéger comment? En leur disant vous faites mal. Et si vous faites mal, vous entrerez mal dans l'histoire. L'histoire, ce serait pas bien que nous qui sommes vos contemporains, dans 300 ans, on nous confonde à ça. Nous, on ne veut pas ça. Et on ne veut pas que vos noms à vous soient confondus à ça par l'histoire. Vous pouvez faire mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire mieux. Et vous pouvez vous faire aider pour faire mieux. Donc, vous me demandez, est-ce qu'il y a de l'espoir? Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, ça peut être sous deux formes. Que le gouvernement actuel, que l'État actuel écoute le peuple. Qu'ils écoutent le peuple. Quand vous prenez un pays comme celui-ci, vous avez tellement de gens capables de proposer, de formuler des solutions compétentes et structurées, pertinentes pour le pays. Il faut que l'État les écoute. Que l'État arrête d'aller chercher les solutions à l'extérieur. Que l'État arrête ça. On veut faire une activité spatiale. Paf, on prend 2 milliards, on donne à des gens qui viennent de l'étranger. Mais c'est quoi cette histoire? Les Camerounais, ils vont évoluer quand? Ce n'est pas comme ça de penser que tout va venir de l'extérieur. Faites travailler les Camerounais, écoutez les Camerounais et surtout, en les écoutant, essayez de faire ce qu'ils attendent de vous. Parce que vous n'êtes pas du tout... le pays n'est pas votre propriété. Le pays est la propriété des Camerounais. Ça veut dire que vous êtes à leur service. Ce n'est pas eux qui sont à votre service, ce n'est pas vos esclaves. Vous êtes au service des Camerounais. Écoutez donc ces Camerounais-là et faites ce qu'ils vous demandent de faire. C'est eux qui vous demandent quelque chose, ce n'est pas vous qui leur imposez ce que vous voulez. Il y a d'abord ça, l'écoute de l'État, que l'État écoute le public, écoute son peuple. Son peuple est capable de formuler énormément de solutions. La deuxième chose, il faudrait que les Camerounais se décident s'ils sont prêts à maintenir ce régime en place ou à le balayer en 2025. Et je crois qu'en 2025, il faut le balayer. Et là, on est déjà dans la politique, docteur Yambé Timba. Je fais de l'analyse. Je n'entre pas dans la politique, je fais de l'analyse politique, mais je fais de... Non, attention, l'économie a ceci que, quand elle arrive à des conclusions qui sont malheureusement logiques, elle pose toujours la question de savoir... Quel est le problème? Non, comment on fait pour implémenter ce qui est adapté. On aurait pu parler, par exemple, plutôt que de parler de balayer de façon péremptoire le régime en place, ce qui fait sursauter notre invité de tout à l'heure, l'UTMK, on aurait pu parler d'énergie renouvelable. Il n'a qu'à sursauter, il n'y a pas d'électricité. C'est en 2 ans qu'ils vont faire l'électricité. Oui, mais docteur Yambé Timba, on aurait pu parler d'énergie renouvelable, par exemple. Mais monsieur, je vais vous prendre un exemple. Ce n'est pas des choses dont on parle aujourd'hui. Si ça avait commencé aujourd'hui, on aurait dit donnons-leur le temps. Moi, je vous parle de choses où vous êtes dans la même situation depuis, c'est-à-dire de manière endémique, depuis toujours. Ce pays n'a jamais eu un moment où il y a eu de l'électricité à disposition pour tout le monde. Il n'y a jamais eu. Donc, si vous avez eu 2 régimes qui se sont succédés, et en 63 ans, vous avez le sentiment que rien ne change, que tout est toujours au même niveau. C'est-à-dire que le niveau d'insatisfaction est tel que les Camerounais passent leur temps à râler. Ce n'est pas parce que 2-3 personnes arrivent à tirer leur épingle du jeu d'une manière dont ils sont responsables. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui vivent bien. Vous savez, il y a plein de gens qui n'ont pas de problème d'électricité dans leur maison, par exemple. Ils ont des panneaux solaires, ils ont des groupes électrogènes, etc. Mais est-ce que c'est ça le modèle de vie? Donc, il se trouve qu'après 63 ans, il faut qu'on se pose des questions d'adultes et qu'on se pose des questions de gens qui ne sont pas dans qui ne sont pas dans une position de complaisance.
encore moins de complaisance alimentaire, mais qui se pose la question de savoir ce pays, comment on va faire pour le rendre grand, comment on va faire pour le rendre meilleur. On ne va pas le rendre meilleur avec des gens qui travaillent depuis 63 ans et qui n'ont rien fait, qui ont toujours, c'est-à-dire qui sont dans une situation où, de façon, sur le plan économique et sur le plan financier, le pays est asphyxié. Sur le plan financier, nous sommes asphyxiés. On a 12 000 milliards de dettes, on ne sait pas comment payer. Et chaque fois que vous entendez des hommes politiques vous dire « le pays est résilient », que la résilience est montée et descendue. En économie, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire. Ça veut dire qu'on a de la brume et qu'on ne sait pas du tout, on n'a aucune solution. C'est ça que ça veut dire. Ou que peut-être on travaille... la résilience, comment chanter ça. Il travaille peut-être à trouver des solutions, docteur. Mais ils travaillent depuis 63 ans, c'est ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'ils ne travaillent pas à trouver des solutions, j'ai dit qu'ils le font depuis 63 ans. Et si vous le faites depuis 63 ans, à moins que nous ayons la durée de vie de Mathusalem, 969 ans, à ce moment-là, on peut attendre. Mais si nous avons une espérance de vie qui est d'ailleurs qui n'est pas très élevée à cause du fait que pendant 63 ans, on cherche des solutions, c'est-à-dire qu'on est à peine à 70 ans, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui attendaient les solutions depuis que dans le cadre de cette espérance de vie de 70 ans, ils vont mourir dans 7 ans. C'est-à-dire que des gens ont vécu, dans 7 ans, ils vont mourir attendant toujours les solutions que personne n'a trouvées. Docteur Yambé Timba. Oui, chutez, allez-y, chutez. Il y a beaucoup de choses auxquelles, clairement, ces deux régimes n'ont pas pu s'attaquer et qui étaient les solutions dont on avait besoin. Il y avait les choses comme le franc CFA, qui, par exemple, dans le cas d'espèce l'année dernière, a obéré notre dette extérieure de 500 milliards sans qu'on ait rien emprunté, du fait simplement de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. On ne s'est pas attaqué à ce problème-là, alors qu'on aurait dû s'y attaquer et sortir de là depuis très longtemps. Notre constitution, on s'est débrouillé pour qu'elle indique que la question de la monnaie relève de la loi. Pourquoi vous ne prenez pas ces lois? Nous sommes là en train d'engraisser un petit pays européen qui s'appelle la France et nous l'engraissons avec le franc CFA. C'est pas moi qui le dis, c'est les Allemands et c'est les Allemands qui commandent la Banque centrale européenne, qui contrôlent la Banque centrale européenne et qui disent que le franc CFA rapporte à la France 440 milliards d'euros par an. Donc nous on travaille, on engraisse ce pays-là. Et nous sommes là, nous ne sommes même pas capables de tirer profit de ce truc. On ne fait que s'enfoncer, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'accès à Internet. Mon frère Kwamo, je ne veux pas rentrer dans les problèmes que vous avez, que tous les opérateurs économiques ont tous les jours, toutes les semaines, l'eau, l'électricité, Internet, l'eau, l'électricité, Internet dans ce pays. Et que les gens sursautent parce que je dis qu'il faut balayer le régime en place. Soit on est correct, on est vraiment la correction simple de dire on apprécie, on aime les Camerounais, soit on déteste les Camerounais, on déteste simplement les avantages que certaines positions peuvent nous apporter. Et donc, dans ce cas-là, on va dire non, le pays va bien, on est en train de trouver les solutions. Là, on a le SND 30, on a même l'émergent 2035. Sauf que vous êtes en train de parler de gens qui sont là, qui vivent au Cameroun depuis la pseudo-indépendance de 1960 et 2030. Et il y a une espérance de vie de 70 ans. Et depuis 63 ans, les gens cherchent à leur donner l'électricité, l'eau, les routes, il n'y en a pas. Quand on dit de façon objective, il y a 4200 km de route à Yaoundé, il y en a que il y a moins de 10% qui est goudronné, il n'y a que 300 qui sont goudronnés. Où est le truc? Je dis de façon cohérente. Comment vous pouvez dire que ça veut dire que les responsables successifs de la ville et du pays n'ont pas échoué. Ils ont purement et simplement échoué. De cela, nous parlerons en semaine, docteur Yambé. Parce que, Dieu merci, vous pourrez revenir demain pour que nous abordions également un sujet qui nous tient à cœur. C'est une conférence internationale à l'initiative de l'association KEPER, la synthèse critique des concepts du panafricanisme, camitisme et ancestralité africaine et l'urgence d'un hommage mondial à nos ancêtres. Nous en parlerons demain, si vous êtes d'accord, docteur Yambé, quand il sera 8h30. Mais écoutez, ce sera avec joie et j'espère tout simplement que, juste un mot, parce que je crois qu'on est arrivé à la fin, oui, bien sûr. Juste un mot. Ce que je voudrais dire, il faut que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sachent que
personne ne peut diriger un pays éternellement. Et que quand les gens font des suggestions, ce n'est pas des questions de personne. Et ce n'est pas des questions d'intérêt personnel. Ce sont purement et simplement des questions de nationalisme, des questions de patriotisme, et qui disent à leurs compatriotes à un moment donné, écoutez, vous avez essayé, nous vous remercions pour ce pourquoi vous avez essayé, on ne peut pas dire que vous n'avez pas essayé. Vous avez essayé comme vous avez pu, mais malheureusement, il se trouve qu'on a trop de problèmes, on n'arrive pas à s'en sortir, laissez à d'autres la possibilité d'essayer aussi, et ensuite on verra. Peut-être qu'ils seront encore moins bons que vous, et dans ce cas, vous aurez, vous, le temps de voir comment vous améliorer pendant les 7 années qui suivront en tant que président de la République et pendant les 5 années qui suivront en tant que député ou sénateur ou maire. Maintenant, vous reviendrez plus aguerri, vous reviendrez mieux structuré pour pouvoir apporter les solutions. La vie publique, ce n'est pas pour que les gens simplement se disent je suis. Non. La vie publique, c'est de dire voici ce que nous avons fait. Voici ce que nous avons réalisé. Voici ce que nous avons fait. J'entends beaucoup de gens se gargariser du fait que oui, mais le régime actuel, par exemple, a créé beaucoup de lycées et de collèges. Il n'y a pas de table-banc là-bas. Il n'y a pas de bâtiment là-bas. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier. Ce n'est pas ça créer un établissement. Un établissement, il y a un cahier de charges précis. Et on peut étendre ça dans tous les secteurs d'activité où un certain nombre de choses sont supposées avoir été faites. Écoutez, docteur, ça tombe bien parce que... On les remercie, mais je crois qu'en 2025, il va falloir sincèrement que les Camerounais décident de reprendre leur pays enfin et de pouvoir le construire. Merci, docteur Yambé, pour les 28 minutes d'éclairage et d'avis. Avec Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.